C'est l'heure de faire le bilan. Après 5 mois de course, on a eu 11 grands prix, 2 courses annulées, une nouvelle réglementation. On va enfin pouvoir tirer les premières conclusions de cette première partie de saison de 2026. Aujourd'hui, on va faire le point sur ce qui a marché, ce qui nous a déçus, les bonnes, les mauvaises surprises et surtout ce qu'il vaudra surveiller avec attention en deuxième partie de saison. Pour cette vidéo, j'ai essayé de faire des mini-parties, de regrouper plusieurs équipes ou pilotes en fonction de leurs résultats. Je vous préviens tout de suite, je ne pourrai pas évoquer tout le monde. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, vous, à me faire votre petit bilan, histoire qu'on ait la vidéo la plus complète possible. Comme d'habitude, ceux qui sont sur mobile, n'oubliez pas de booster cette vidéo pour nous soutenir, de vous abonner, parce que je sais que vous êtes encore nombreux pas abonnés sur cette chaîne, et il est l'heure ensemble de faire le bilan de mi-saison 2026 de Formule 1. Bon, pour commencer, on va parler de ceux qui m'ont déçu. Et j'ai décidé de mettre déjà 2 équipes dans le même panier, et c'est Aston Martin et Cadillac. Alors, on est bien d'accord, en Hongrie, Aston Martin a fait de nets progrès et la deuxième partie de saison s'annonce plutôt bonne comparée à la première, mais je peux pas oublier les 10 premières courses de la saison. On est clairement sur le duel de fond de la classe. Voilà, c'est les 2 équipes qui sont vraiment à part et qui n'ont absolument rien montré depuis le mois de mars. Alors, pour Cadillac, c'est un peu différent. C'est la seule équipe qui a aucun point aujourd'hui au championnat, mais c'est leur première saison. C'est une nouvelle équipe qui s'est développée très tard et donc forcément personne ne s'attendait à des miracles. C'est forcément difficile pour eux. Néanmoins, je veux bien que la performance soit pas au rendez-vous, mais il y a quand même certains problèmes que je trouve terrifiants, notamment les freins qui prennent feu, les suspensions qui lâchent toutes seules. Ça, c'est des problèmes de fiabilité, mais qui peuvent surtout devenir des problèmes de sécurité. J'ai un peu l'impression de revoir As à ses débuts en 2016-2017 avec tous ces problèmes. Donc je me dis que ça pourrait vite s'améliorer. Il y a des solutions qui existent et je pense qu'elles vont arriver. Mais quand je repense à Bottas en Espagne qui perd les freins, ça aurait pu être extrêmement dangereux. Pour Cadillac, en ce qui concerne les pilotes, bon, avec une voiture pareille, tu peux pas faire grand-chose si on est honnête. J'ai quand même l'impression que Pérez domine clairement, a pris ce rôle de leader dans l'équipe et qui s'en sort beaucoup mieux que Valtteri Bottas. Si on est honnête, bon, Cadillac va falloir leur laisser du temps. Je pense que de leur côté, il va rapidement falloir se tourner côté développement sur l'année prochaine et essayer de trouver des solutions pour quand même être plus performants en 2027. Pour Aston Martin, là, c'est pas pareil parce que eux, ils étaient quand même annoncés leaders du midfield avec l'arrivée de Newey, les nouvelles infrastructures. Il y avait beaucoup d'ambition autour de cette équipe. Au final, ça a été pendant très longtemps la pire voiture de la grille. Ce qui est assez marrant, au final, je sais pas si c'est vraiment marrant, mais cette performance, elle sort pas de nulle part. C'est la conséquence de beaucoup de décisions, des mauvaises décisions très tardives, une mauvaise gestion du projet pendant l'hiver, arrivée de dernière minute dans l'équipe qui font qu'Aston Martin, en fait, n'a pas vraiment pu construire la voiture qu'elle souhaitait. Bon, ils ont quand même miraculeusement marqué un point à Monaco, il faut le souligner, même si ça reste clairement pas assez. Mais comme je vous l'ai dit, on l'a vu en Hongrie, les améliorations ont très bien fonctionné. Donc on va leur laisser du temps et j'espère qu'on va rapidement les voir se rebattre dans le midfield. Mon seul point d'interrogation, il concerne Fernando Alonso qui normalement devrait prendre une décision cet été, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Les Formule 1 cette année lui donnent aucun plaisir, lui il veut jouer des victoires et ce sera clairement pas avec Aston cette année. Qu'est-ce qu'il va faire? Partir à la retraite, chercher une autre équipe, aller chez Alpine? Je pense qu'on aura la réponse d'ici septembre. Ma deuxième grosse déception, c'est Williams. Et alors celle-là, elle fait très mal parce que j'avais beaucoup d'espoir vu la saison 2025. James Wolfe avait tout misé sur 2026 depuis 3 ans pour au final avoir une voiture désastreuse. On sent vraiment que c'est une équipe qui n'arrive pas et qui n'arrive pas à se relever. Même avec du développement, c'est pas suffisant et surtout quand on voit toutes les autres équipes du midfield qui progressent super vite. Après le Grand Prix de Hongrie, ils sont tombés à la 9e place du classement au constructeur. Sainz a marqué 3 fois des points, Albon 1 fois. Mais franchement, là actuellement, j'ai du mal à les voir aller plus haut cette année. Je m'inquiète pas mal quand même pour Albon qui semble vraiment perdu cette année, qui a vraiment du mal. Autant Sainz semble garder un peu le moral et essayer de tirer l'équipe vers le haut. Tant Alex, vraiment c'est très difficile et c'est très en dessous de ce qu'on a connu ces dernières années d'un point de vue performance. Alors là aussi, je dis pas qu'il faut tout basculer sur 2027, mais honnêtement, va falloir prendre une décision, et vite, parce que Williams est parti de tellement loin avec, rappelez-vous, les crash tests échoués durant l'hiver, le châssis qui avait 30 kg de trop, ils avaient le moteur Mercedes en début de saison, donc c'était quand même un bel avantage. Là maintenant, même avec du développement, je sais pas s'il y a beaucoup à aller chercher.
Après, il faut quand même souligner, pour les rattraper entre guillemets un petit peu, que tous les clients Mercedes ont eu des problèmes de fiabilité. Williams n'a pas échappé à la règle. Les premières courses étaient très compliquées et intégrer le moteur Mercedes a été assez difficile cette année. Le seul point positif cette année, pour l'instant, c'est sûrement le compte Instagram. Et je dis pas ça parce que c'est mon pote Alexis qui est devenu photographe pour eux, mais globalement, je suis déçu. Voilà, j'ai confiance, je reste confiant et j'ai une confiance aveugle en James Wolfe. Je pense que juste simplement, c'est un loupé d'un point de vue développement. Je pense que la saison va faire mal, elle va laisser des traces dans le développement de cette équipe, mais il va falloir se rattraper. Pour finir avec mes déceptions de cette première partie de saison, comment ne pas évoquer George Russell en vrai? Alors, je vais déjà revenir sur mon dernier débrief, le débrief du coup de la Hongrie où j'avais dit que Russell avait raté son départ. En effet, c'est bien un logiciel qui a ruiné le départ de Russell, donc je suis désolé, mais quand même. Est-ce que vous vous souvenez de cette team radio? Very nice, very nice. I like this car, I like this engine. C'était il y a 5 mois. À cette époque, j'aurais pas mis un seul centime sur le fait que Russell soit 3e à la mi-saison à 59 points d'Antonelli leader. Alors pour moi, il y a deux problèmes dans cette histoire pour Russell. Le premier, c'est la fiabilité. Même si vous détestez George Russell, on ne peut pas nier que la voiture de Russell est probablement la voiture la moins fiable de cette saison 2026. Chine, Canada, Hongrie, vous pouvez rajouter des erreurs comme Monaco avec la pénalité, la safety car au Japon. Bref, quasiment tous les week-ends, Russell a eu un problème ou a été victime de quelque chose dont il n'est pas le responsable. Le deuxième problème pour Russell, je pense qu'il est un peu plus technique, mais je pense que juste Russell se fait bouffer sportivement parlant. Alors, c'est un peu cru, désolé comme ça, mais à l'image d'un Hamilton qui n'y arrivait pas avec les voitures à effet de sol, je pense que Russell n'a pas encore eu le déclic avec ses voitures pour être à 100% à l'aise. Même sur des week-ends où justement il n'y a pas de problème, on voit que Russell n'est pas totalement au niveau. On ne peut pas dire qu'il est au niveau de sa voiture parce qu'il est souvent en dehors du top 3, que ce soit en qualif ou en course. Il se fait bouffer par son coéquipier, voilà, il faut le dire. Et je pense que ça, mentalement, quand tu es leader d'une équipe, c'est très dur. J'avoue que moi, personnellement, je m'attendais à avoir un Russell dominateur. Je sais pas vous me direz dans les commentaires, mais je m'attendais à avoir un pilote qui ne laisse aucune miette à son coéquipier. Et là, j'ai du mal à avoir un pilote qui espère jouer le championnat. Alors, on va mettre des pincettes, la saison, elle est encore longue, il peut se passer encore beaucoup de choses. N'oubliez pas 2025 avec Norris, Piastri et Verstappen. Mais là, Russell n'a plus le droit à l'erreur. À partir de la rentrée, les points vont coûter très cher. Et imaginez si Hamilton se rapproche un peu au championnat pilote, Russell pourrait devenir le deuxième pilote chez Mercedes pour aider Antonelli au championnat. Pour cette catégorie, on va parler de ceux qui m'ont surpris en début de saison, mais qu'il va falloir surveiller, car la deuxième partie de saison va être décisive. Premier client, Esteban Ocon. Bon, on est tous d'accord pour dire que 2026, pour Ocon, c'est un cauchemar. La voiture n'est pas compétitive, il est battu par son coéquipier. Il a marqué des points à Suzuka et à Monaco, mais actuellement, c'est quand même très compliqué. Pour en avoir discuté avec lui directement à Spa pendant le week-end, il faut bien se rendre compte que là, la situation chez Haas, elle est assez loufoque. Les ingénieurs n'arrivent pas à expliquer pourquoi la data, pourquoi la voiture se comporte comme ça, et surtout les ingénieurs ne trouvent pas de solution pour régler ce problème. Avec des réglages identiques et des pièces identiques, les deux voitures n'ont pas les mêmes datas de session en session. Et ça, c'est inexplicable. Esteban a principalement été touché depuis le début de la saison, mais je vous laisse revoir le Grand Prix de Hongrie. Berman a eu les mêmes problèmes que Ocon, et ça a été très compliqué pour lui aussi. Alors, pourquoi à surveiller? Parce que son avenir en Formule 1 est en jeu, au final. Depuis le début de l'année, on parle de beaucoup de remplaçants, d'accord? La liste est très longue, un peu trop même pour être réaliste, mais la réalité, c'est qu'actuellement, Ocon est en danger. On va pas espérer des miracles, je pense qu'Ocon ne finira pas dans les points sur chaque Grand Prix, mais il faut à minima que Esteban Ocon reprenne ce rôle de leader et de pilote d'expérience chez Haas. Ocon va se faire taper par Berman week-end après week-end aussi facilement, sinon, du côté de chez Haas, il n'y a aucune raison de le garder. Le deuxième pilote à surveiller, pour moi, c'est Max Verstappen. Alors, j'aurais pu le mettre dans une autre catégorie, on est d'accord, mais ça reste pour moi l'un des sujets les plus intéressants de cette saison 2026. Si on est 100% honnête, son début de saison, il est décevant. Pas par sa faute, problème de performance, de fiabilité, d'aileron arrière, mais pour un pilote qui a gagné 6 des 9 dernières courses de la fin de saison 2025, forcément, c'est un petit peu décevant. Alors pourquoi je mets Verstappen dans à surveiller? Parce que les dernières performances ont été plutôt bonnes. On a quand même 3 podiums sur les 4 dernières courses. Ça aurait pu être 4 sur 4 s'il n'y avait pas eu le problème d'aileron à Silverstone. La Red Bull, elle commence à avoir du rythme. Et donc je me pose la question, est-ce que Verstappen va gagner une course cette année?
On sait que Max a du mal avec ses voitures, il les aime pas, voilà. On a eu beaucoup de déclarations alarmantes avec des menaces de quitter la Formule 1, on a eu récemment des rumeurs de transfert chez McLaren. Là, en ce moment, Red Bull est en pleine négociation avec le management de Verstappen pour prolonger son contrat jusqu'en 2029, pour essayer de le verrouiller le plus longtemps possible. Je pense que la deuxième partie de saison de Verstappen va être ultra intéressante. Je pense qu'il a mis beaucoup de temps sur cette première partie de saison à trouver un bon équilibre entre sa voiture et son style de pilotage. Et je pense que là, il est enfin dans une bonne position pour enchaîner les bons résultats. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que Verstappen va nous régaler, honnêtement, sur la deuxième partie de saison et qu'il va être un très bon pilote à surveiller, aussi bien sur la piste qu'en dehors de la piste. La dernière équipe à surveiller, ça va être Alpine, parce qu'avec eux, il y a du bon et du moins bon. Faut quand même souligner le début de saison excellent d'Alpine. Avec un nouveau moteur Mercedes, Alpine a marqué beaucoup de points sur les premières courses. Gasly a été très solide au début de la saison. Colapinto, depuis Miami, montre aussi de très belles choses. Sur les dernières courses, avant le Grand Prix de Hongrie, c'est un peu plus compliqué. Racing Bulls a repris l'avantage. Depuis quelques GP, Alpine passe plus en Q3, marque plus souvent des points. Et c'est pour ça que je suis un petit peu partagé sur le début de saison. Parce que ça partait très bien avec le moteur Mercedes, qui au final était une bonne décision d'un point de vue sportif. Sauf que le développement, pour l'instant, il suit pas. J'ai l'impression de revoir un peu la même dynamique qu'on a eu presque tous les ans avec Alpine. J'ai lu quelques articles comme quoi la collaboration entre Alpine et Mercedes, au final, n'est pas si différente de ce qui se passait avec Viry, dans le sens où Enstone dépend toujours d'un motoriste qui n'est pas fait en interne en Angleterre. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a quand même du positif sur la perfo. Colapinto est au niveau cette année, mais est-ce que ça va être suffisant ? Je sais pas. Je les ai mis dans à surveiller car j'attends de voir la deuxième partie de saison. J'attends de voir si Alpine va réussir, on va dire, à se reprendre, à retrouver du rythme et reprendre sa place de leader dans le midfield. Ou alors est-ce que le développement va rapidement basculer sur 2027 avec l'arrivée notamment de Gucci. C'est un débat éternel avec Alpine. L'année prochaine va être très importante, encore une fois, avec des gros changements et ils se doivent d'être au niveau. Sauf que pour ça, il va falloir sacrifier une partie de 2026. Et là, qu'est-ce que ça va donner? J'ai hâte, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'espère pour Gasly que la performance sera au rendez-vous et qu'il pourra profiter au maximum de cette voiture. On va passer au positif de cette saison 2026 et il y en a mine de rien. Déjà, on va commencer avec deux pilotes qui pour moi sont exactement dans la même situation. Vous allez voir, le parallèle est assez hallucinant, c'est Lewis Hamilton et Kimi Antonelli. Malgré la différence d'âge et de palmarès, les deux sont en tête du championnat. Les deux ont rejoint leur équipe l'année dernière. Les deux ont eu un 2025 très compliqué et les deux font une superbe année 2026. Pour ce qui est d'Antonelli, pour moi, c'est la grosse surprise. Je m'attendais à le voir gagner, pas de souci, je m'attendais à le voir se battre contre Russell, etc. Mais je m'attendais pas à une aussi grosse domination. 6 victoires, une sprint. Il est sur le podium à chaque course, sauf s'il a un problème de fiabilité. Et surtout, le rythme est incroyable. À l'inverse de Russell, je trouve que ces voitures correspondent parfaitement à Antonelli. Il arrive facilement à en extraire le maximum et c'est un style de pilotage qui est beaucoup plus naturel pour lui. Ça lui permet beaucoup plus facilement de trouver le réglage parfait. Pour moi, Antonelli a prouvé qu'il avait les épaules pour devenir champion du monde. Est-ce qu'il va le devenir ? Je sais pas, on verra ça. Mais pour l'instant, désormais, c'est le leader chez Mercedes. Et il a tout ce qu'il faut pour se battre pour. Du côté d'Hamilton, le seul bémol qu'on peut noter, c'est les pénalités. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Lewis prendre autant de pénalités et faire autant d'erreurs. Mais le gros point positif, ça reste quand même son input, ce qu'il a apporté à Ferrari cette année. C'est la première voiture qu'il a pu développer de A à Z avec son équipe. Et ça paye. Il agit vraiment comme un leader. Il prend des décisions, il fait bouger les choses. Et ça, pour Ferrari, ça fait du bien. On a retrouvé un Lewis Hamilton des belles années, un Lewis Hamilton ambitieux, avec de la confiance, qui est prêt à tout pour performer, qui veut se battre. Je trouve que le duo avec Leclerc est très bon au final et qu'Hamilton s'est très bien intégré dans l'équipe. Et je pense qu'on n'aurait pas pu espérer mieux pour 2026. Le problème pour l'instant, ça reste le moteur. On l'a vu, quand la voiture est compétitive, Hamilton est présent, pas de souci. Il va juste falloir attendre les améliorations moteur et de voir ce que ça peut donner à la rentrée. Attention quand même, parce que d'autres équipes vont aussi développer. Bref, deux pilotes dans le même scénario, peut-être même deux pilotes qui vont se battre l'un contre l'autre sur la deuxième partie de saison et nous offrir un très beau duel qui est presque inattendu au vu de la saison 2025. Deuxième très bonne surprise cette année, Isaac Hadjar. Quel bonheur! Il faut souligner quand même le travail de Isaac sur cette première partie de saison. C'est le meilleur coéquipier de Max Verstappen depuis Ricciardo en 2018. Personne n'a fait d'aussi bons résultats et honnêtement, je pense que c'était pas gagné d'avant quand je revois les dernières saisons.
La voiture, elle n'est pas au niveau, on en a parlé un tout petit peu plus tôt, elle a pas mal de problèmes qui ne leur permettent pas de jouer les victoires, et pourtant Isaac est quand même très très solide. Il est fréquemment dans le top 6, je crois qu'il est à 7 top 6 consécutifs, c'est un record pour un Français. Il est là tous les week-ends, dans les points, il épaule Verstappen dans les moments décisifs. Au final, il fait ce que l'équipe attend de lui, et il le fait très bien. On rappelle, j'y étais, il était à 2 doigts de faire un podium à Monaco, et quand je vois le rythme de Max en ce moment, j'ai beaucoup d'espoir pour la deuxième partie de saison, et j'ai l'espoir de le voir remonter sur un podium cette année. C'était une très bonne décision de le faire monter chez Red Bull cette année, c'était le meilleur timing pour lui et pour l'équipe, avec une nouvelle réglementation, une nouvelle dynamique, les changements à la direction de l'équipe. Verstappen joue pas le titre, donc il peut aussi accompagner Isaac dans son développement. Franchement, je suis super content pour Isaac de le voir aussi bien performer. Son contrat se termine en fin d'année, mais il y a eu des échos que j'ai entendus en Belgique comme quoi il devrait continuer chez Red Bull l'année prochaine. Les pilotes V-Carb sont pas prêts pour monter de toute façon, donc ça sent plutôt bon pour Isaac. Pour finir, j'avais été très dur dans mes pronostics en début de saison envers eux, Racing Bulls et Arvid Lindblad. J'avais dit que c'était trop tôt pour lui pour arriver en Formule 1, qu'il n'avait pas assez prouvé en Formule 2. Et au final, je me suis trompé. C'est une super bonne surprise. Racing Bulls est bien revenu sur les derniers GP et ça permet à Lindblad de montrer de très belles choses. Il est souvent en Q3, il devance des fois Liam Lawson qui, lui aussi, mine de rien, fait une belle saison. Ça prouve encore deux choses. Déjà, de 1, les résultats en F2 sont clairement pas représentatifs du potentiel d'un pilote une fois en Formule 1. Antonelli et Berman, c'était pareil, un cas similaire chez Prema. Et surtout, aujourd'hui, les jeunes pilotes sont prêts pour la Formule 1 beaucoup plus tôt. Lindblad est sur une série de 6 courses consécutives dans les points. Alors, je ne connais pas le programme de développement de la voiture de Racing Bulls, mais si les performances continuent à aller dans ce sens et si la voiture va de plus en plus vite, je pense que Arvid Lindblad pourrait vite devenir un très bon pilote du midfield. Comme je vous l'ai dit, il a encore du temps. Je pense que Racing Bulls va garder son duo de pilotes. Je ne le vois pas être remplacé par Nicolas Tsolov l'année prochaine. Donc Lindblad va pouvoir continuer d'apprendre, progresser. Pour moi, c'est actuellement le pilote le mieux placé pour monter chez Red Bull dans les prochaines années. Mais pour ça, il va falloir attendre encore quelques saisons. Pour finir ce bilan de mi-saison 2026, je suis obligé de parler de cette nouvelle réglementation et de l'impact que ça a eu sur notre sport. Et là, j'avoue, ça va être le petit coup de gueule de la journée, voilà, faut être honnête. Je suis très déçu des choix qui ont été faits par la FIA, la F1 et la FOM cette année. Cette réglementation, elle avait du potentiel, même si on est tous d'accord pour dire que les batailles sont artificielles, que les pilotes ne prennent pas de plaisir et que c'est pas la Formule 1 qu'on aime regarder, on aurait pu avoir à minima du bon spectacle en piste. Pour moi, l'erreur, elle remonte à il y a bien longtemps. Les équipes et les pilotes avaient prévenu tout ce qui se passe cette année. C'est pas une surprise. On savait que ça allait se passer, on l'avait vu via les essais faits au simulateur. Sauf que cette année, j'ai l'impression que la F1, elle essaie de satisfaire tout le monde et au final, elle satisfait personne. Les premières courses de la saison, je trouve qu'elles étaient bourrées de dépassements, avec du super clipping à tout va, certes, des voitures très bizarres à conduire, certes, mais au moins il y avait de l'action. Les pilotes se sont plaints, à juste titre, et donc on a légèrement modifié le règlement pour réduire le super clipping et rendre le pilotage un petit peu plus agressif, un petit peu plus naturel. Sauf que ça, c'est au coût du divertissement. C'est là où la F1 et la FIA se retrouvent, je trouve, dans un entre-deux, à essayer de satisfaire le public avec du spectacle, mais aussi les pilotes pour ne pas les dégoûter du sport. Je trouve personnellement que les courses sont fades. Elles se ressemblent toutes cette année, vous me direz votre avis dans les commentaires. On nous avait dit que le pilote ferait la différence cette année, sauf que c'est tout l'inverse. Piastri l'a dit après la Belgique, aujourd'hui, les résultats, ils dépendent des logiciels qui gèrent la batterie. C'est pas le pilote qui fait la différence, c'est le paramètre que l'ingénieur va faire avant le début de la course. C'est pas le seul problème d'ailleurs, vu qu'on parle de la FIA, on va en parler, la FIA m'insupporte. Voilà, il y a trop d'erreurs cette année, il y a trop de mauvaises décisions, d'incohérences dans les pénalités. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que déjà le sport est devenu difficile à comprendre pour des fans qui ne sont pas experts. Avec le règlement sportif en plus, ça rend la compréhension impossible. Quand on repense aux pénalités de Monaco, à la pole de Russell sous double yellow en Autriche, les VSC en Belgique, on n'a jamais su pourquoi. Beaucoup de décisions qui sont pas logiques et surtout qui frustrent énormément les fans et ça se voit. Quand je vois les audiences cette année sur les diffuseurs à l'international, moi ça me fait peur. On perd de plus en plus de fans. Il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent à la Formule 1 et je trouve que c'est dommage car on était rentré dans une petite période, un âge d'or entre guillemets. Norris a fait une déclaration forte après la Hongrie. Les fans qui aimaient la Formule 1 avant toute l'époque de Drive to Survive doivent détester le sport aujourd'hui. Et il n'a pas totalement faux. Si on résume cette première partie de saison, je vous jure que j'ai plus en tête ce qui s'est passé en dehors de la piste que le côté sportif.
Pour couronner tout ça, pour moi, le plus gros problème de ces 11 premiers Grands Prix, ça a été la réalisation. Donc c'est la FOM, la Formula One Management, qui s'en occupe. Et je trouve que la Réal est en train de tuer cette saison de Formule 1. Alors, je pourrais presque en faire une vidéo à part entière. Dites-moi si ça peut vous intéresser dans les commentaires. Mais on ne voit jamais les équipes du midfield. On ne voit pas les vitesses de pointe. On ne voit pas les batteries. Ça manque d'infographie. On ne sait jamais quand le mode overtake est utilisé. On a besoin d'avoir du contexte et des infos pour comprendre ce qui se passe en piste. C'est dommage parce que sur certains GP, on les a eus, on les a vus, mais c'est seulement sur les GP qui ne montrent pas les problèmes de cette réglementation. C'est sur les circuits où il n'y a pas beaucoup de super clipping, où vous verrez les on-board en entier. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il y a du super clipping, on ne vous montrera pas le compteur, on ne vous montrera pas la perte de Vmax. Et là, pour moi, il y a un problème. En Hongrie, c'était open bar, par exemple. On voyait les batteries, on voyait le compteur, c'était parfait. Attention, parce que là, depuis tout à l'heure, je fais mon petit coup de gueule, il y a quand même du positif, notamment avec la Réal. Ils ont tenté de mettre des drones cette année, c'est pas mal. Ils ont tenté des choses avec les replays, en picture-in-picture dans le classement, ça aussi, c'est pas mal. C'est pas suffisant. Moi, je vous le dis honnêtement, ça me fait chier parce que cette réglementation, même si elle est pas bonne, on commence, mine de rien, à s'y habituer. Alors, ça dépend de qui. Je vois bien, il y en a qui la détestent toujours autant. Mais c'est moins difficile à regarder qu'en mars. Et moi, ça m'embête parce que je pense qu'avec une meilleure réalisation, l'expérience du spectateur serait bien meilleure et on aurait des courses bien plus animées et on passerait un meilleur moment devant la télé. J'espère que la deuxième partie de saison sera meilleure que la première. Voilà, je ne demande pas les meilleurs GP de l'histoire. Je demande juste un petit peu de divertissement, d'action en piste, des belles histoires, on va dire, des rebondissements sportifs et surtout un produit au niveau de ce qu'il était sur ces dernières années. Je pense qu'il va se passer encore beaucoup de choses dans les prochains mois, notamment à la rentrée, et on aura encore beaucoup de sujets à traiter. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à me faire votre petite bilan mi-saison dans les commentaires, histoire qu'on puisse débattre un petit peu, et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.